Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Voici tout de suite le sommaire de cette édition du 8 avril 2024. Nous serons avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant Loïc Tonton, le nouveau président de la CARL. Bonjour. Bonjour la Guadeloupe. Catherine Romuald, directrice adjointe de l'insertion conseil départemental, sera aussi notre invitée avec Prosper au Congrès, le président du Cercle des nageurs de Basse-Terre et qui s'occupe aussi de Rivière-Sans, ce qui se passe, on va en parler. Et puis, un peu plus tard, on aura Edith Evridus et une série de femmes défi courage, un petit débat sur un petit peu ces femmes et ce qu'elles font, des femmes dans les TPE. Sinon, l'actualité, tout de suite, c'est avec Iman. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler de cette opération escargot qui a eu lieu avec les planteurs, donc une circulation ralentie ce matin. Ils demandent un retour aux négociations, entre autres. On va parler aussi de la soirée Talent Pays qui s'est déroulée ce samedi. C'est un nouveau magazine qui célèbre des personnes méconnues qui ont besoin d'être en lumière. On parlera aussi de la veillée de Marie Scondé, veillée populaire qui s'est déroulée au Memorial Act ce samedi. Il sera question aussi de Serenity Island, ce rendez-vous autour du bien-être et des acteurs du bien-être à la fois en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Et on fera un retour sur la conférence sur les violences intrafamiliales. Voilà, une façon de se former pour mieux prendre en charge ces personnes. Voilà pour l'actualité. Et un peu plus tard, on reviendra sur l'anniversaire, 30e anniversaire de ce qui s'est passé au Rwanda, ce conflit entre les Tutsis et les Hutus qui avait fait plus de 800 000 morts. On fait un petit focus là-dessus, puis on ira à Paris. Alors, tout de suite, on va commencer avec le président de la CARL, le nouveau président, Loïc Tonton, qui est avec nous. Ça vous a surpris d'être nommé président tout de suite avec 26 voix? Écoutez, non, je pense que l'élection a tout simplement reflété ce qui était attendu en quelque sorte, puisque la candidature de Loïc Tonton, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont dit, reflétait un peu, je dirais, cet esprit communautaire aussi, cette pensée de tout le monde. C'est aussi une candidature qui a fait l'unanimité, il me semble, que ce soit au niveau des élus ou au niveau de l'espace politique guadeloupéen. Alors, vous savez que ça fait 2 présidents des PCI qui habitent dans les îles du Sud. Il y a Maryse Edzol qui est à Margalante et vous à Désirade. Est-ce que ça va un petit peu booster les îles du Sud? Mais écoutez, je pense que c'est quand même dans l'esprit de dire que du rééquilibrage territorial en quelque sorte. Aussi politique. Il est important que les élus des îles puissent aussi être là, être présents sur la scène politique et en avant-garde en quelque sorte pour pouvoir montrer que les îles aussi existent, que la Guadeloupe c'est un archipel, c'est un département archipélagique. Il y a aussi des îles. Il y a aussi un gros travail à faire au niveau des îles et je pense que je dis ça aux Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade. Donc je pense que c'est dans cet esprit politique nouvelle que je dirais que les ténors de la politique guadeloupéenne ont bien compris et qu'il est important de continuer. Alors, si on prend le cas de la Désirade, on va parler en général de la communauté d'Agou tout à l'heure. Vous savez, enfin, je vous apprends rien, il y a un problème de santé, de médecins là-bas. Est-ce que ça va aider à résoudre ce problème-là qui, depuis quelque temps, je sais que vous êtes beaucoup occupé de ça, ça va un petit peu avancer? Écoutez, en tout cas, je peserai de tout mon poids en tant que président de la CARL pour que les choses puissent avancer. On a fait un gros lobby là-dessus et beaucoup de personnalités politiques ont dû intervenir, ont intervenu et vont continuer à intervenir. Et je pense qu'en tant que président de la CARL, oui, je ferai tout ce qui est en mon possible pour que Désirade puisse retrouver cette sérénité liée à la santé, puisque on dit souvent la santé pour le côté santé, mais ça a aussi son importance sur toutes les compétences, sur tous les secteurs d'un territoire. Je pense à l'économie et au social. Tout est lié. Donc je pense qu'il est important déjà que Désirade puisse retrouver une sérénité à ce niveau et qu'on puisse enfin avancer. Il y a bien évidemment d'autres sujets qui importent à la Désirade, mais c'est vrai que la santé, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque depuis 2 ans, 3 ans même, je dirais, on a fait beaucoup de rencontres, on a fait beaucoup de réunions. Mais qu'est-ce qui bloque vraiment, monsieur Tonton? Qu'est-ce qui bloque vraiment? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le statut du médecin de campagne a plus ou moins changé. Enfin, je veux dire que la Désirade a toujours eu besoin de médecins, je dirais, libéral, puisque c'est un peu le système de santé où Désirade c'est toujours appuyé dessus. Aujourd'hui, c'est un système qui est en difficulté.
Oui. C'est-à-dire que le médecin de campagne n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, je pense que nos médecins, nos jeunes médecins, lorsqu'ils sortent de l'école, ils cherchent plus de l'embauche, pas forcément de créer un cabinet. Oui. Ça fait peur de créer un cabinet, d'avoir des charges, de la gestion du cabinet. Donc, je pense qu'on est victime de cela. En étant territoire insulaire, on est d'autant plus victime. Et je pense que la désirade, c'est flagrant, puisqu'il n'y a pas de médecin. Oui. Mais la Guadeloupe aussi commence à y venir. C'est un désert médical. La Guadeloupe, pour moi, c'est un désert médical. On parle de la Guadeloupe, mais il faut aussi parler de la France quasiment entière. Il y a beaucoup de villages en France qui n'ont pas de médecins, qui sont identiques à nous en termes de, voilà, par rapport à cette problématique. Là où nous, ça se corse un peu plus, c'est que nous sommes un territoire insulaire. Oui. Il faut que la population puisse prendre le bateau, puisse organiser le départ. Voilà, c'est ça qui fait que même moi, en tant que politique, j'ai du mal à le comprendre, mais c'est vrai que malgré toutes les propositions que nous avons faites, ça, donc je mets à disposition, et là c'est le maire qui parle, hein, Oui. je mets à disposition un cabinet gratuit pendant 1 an, un appartement pendant 1 an, et également une voiture pour la mobilité du médecin pendant ces 1 an. Et quand même ça, nous n'avons pas forcément de retour positif compté. Au moment où on parle là, on est à quoi, une fois tous les 15 jours? Comment ça fonctionne? Non, au moment où nous parlons, nous n'avons pas de médecin sur Pas du tout. Ah non, depuis un désiré obligé. Oui, voilà. Depuis la rupture du contrat avec le prestataire à l'eau médical qu'on avait fait avec la CARL, et d'ailleurs, je ne peux que remercier le président Cornet, puisque c'est sa volonté aussi, et je continuerai cette volonté pour tout simplement, je dirais, pour généraliser le rééquilibrage territorial. La santé en fait partie. Donc, depuis la rupture de ce contrat, nous n'avons pas de médecin. Nous avons reçu beaucoup de médecins, nous sommes en discussion avec une médecin, et puis rentrer dans les détails par rapport au fait du pourquoi elle ne peut pas être là. Ça, je pense que c'est en de bonnes voies pour bientôt, mais il est sûr que toutes les solutions où nous essayons de mettre en place, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que tout simplement, le manque de médecins se fait ressentir, et toutes les solutions que nous pouvons mettre en place il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème, si c'est administratif, si c'est peut-être privé du médecin. Vous savez que les médecins, bien souvent, ils ont une famille. Ils ont des enfants qui doivent aller au lycée. Ils ont, voilà, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne peut pas mettre en place. La bonne solution serait été qu'un jeune désiradien devienne le médecin de séjour. Je pense que la bonne solution serait, plus que nous puissions, pour être très sérieux sur le sujet, mettre en place un autre système de santé sur le désirade. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on est d'accord à dire que le libéral est en danger, changeons les choses. Mettons en place une maison de santé, ou comme nous voulons l'appeler, appelons-le, mais mettons en place, recrutons des médecins. Il y a aussi un travail à faire avec le législateur, changer les statuts des collectivités, que ce soit de la CARL ou des communes, puisqu'aujourd'hui une commune ne peut pas embaucher un médecin, sauf pour son personnel. Ça serait très bien qu'on puisse le faire. Ça serait une possibilité, je l'aurais déjà fait depuis très longtemps. Malheureusement, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau pour pouvoir mieux appréhender ce changement et permettre aux communes de mieux organiser leur territoire. Alors, l'autre problématique pour les îles du Sud, pour la désirade aussi, outre le problème des sargasses, il y a le problème du transport aussi, le transport en bateau maritime. Est-ce que là, ça va s'améliorer aussi de manière à ce que de façon régulière, on puisse aller à Désirade qu'on veut y aller? Bon, écoutez, en temps normal, la Désirade est accessible. Oui. La continuité territoriale, elle est respectée. Oui. Puisque la continuité veut tout simplement dire par définition qu'on puisse partir de chez soi le matin et retourner le soir. Oui. Ça, c'est la continuité territoriale. Maintenant, il faut qu'on aille encore plus loin. Puisque des fois, je reviendrai sur l'épisode Sargasse qui complique les choses. Puisque lorsque les Sargasses arrivent, ça remplit le port, automatiquement là, nous n'avons pas du tout de continuité. Puisque c'est un armateur qui se voit détruire son bateau pour entrer, pour accoster, pour repartir. C'est des moteurs qui pompent une eau très acide. Donc, oui, bien évidemment que je pèserai de tout mon poids là-dessus, puisque je rappelle que cette question a fait l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup de réunions, a fait couler beaucoup d'encre de savoir qui était compétent. Oui. Qui était compétent pour la désirade? Moi, je dis tout simplement, il faut dire la vérité, il faut dire les choses. La compétence, c'est la CARL, puisqu'il s'agit de 2 territoires de la CARL. Donc, maintenant, et nous le savons tous, que cette compétence de la CARL a été transférée au SMT, au syndicat du transport, dont nous sommes... donc nous travaillons avec eux, qui ont cette compétence aujourd'hui transférée pour travailler, d'ailleurs le Carolis sous Désirade. Il va nous falloir discuter, de voir qu'est-ce que la CARL peut faire, qu'est-ce que la CARL peut apporter de plus pour pouvoir mettre en place une sérénité liée au transport de Désirade. Maintenant, avec le SMC, ça sera quelque chose. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'il y a des sargasses,
ça aussi complique les choses. Oui. Puisque quelle que soit la mise en place administrative, je parle là de DSP, de OSP, de tout ce qu'on veut, il va nous falloir aussi penser à l'aérien. Oui. Puisque Justement, j'allais vous dire il va nous falloir penser... l'aérodrome finalement. Ah ben, l'aérodrome a été refait à neuf et d'ailleurs Oui, je profite pour remercier le président Losbar de faire les choses aussi pour la Désirade et il va nous falloir dynamiser tout ça. Oui. C'est déjà dans les discussions puisqu'il ne suffit pas d'avoir un aéroport neuf, un aérodrome neuf. Sans avion. Il faut la dynamiser, il faut la faire travailler, il faut qu'elle serve quelque chose à la Désirade et c'est vrai que le port rempli de sargasses, ben, c'est l'aérien, c'est la seule solution. Oui. Alors, parlons un petit peu de l'OPCI, parce que vous allez reprendre une grosse tâche là, et il y a beaucoup de dossiers en cours. Lequel vous allez attaquer le premier? Alors, Écoutez, monsieur que Cédric Cornet a laissé. Je rappelle que Cédric Cornet, c'était aussi avant tout une équipe. Oui. J'étais deuxième vice-président de Cédric Cornet. Il y avait un premier vice-président qui était Bernard Pancrel. Nous avons essayé plus ou moins les mêmes personnes qui sont quasiment reconduites. Donc, il y avait une équipe derrière Cédric Cornet. Oui. Il y avait une vision politique. Tout à fait. Donc, et c'est pour ça que je continue à parler de continuité. Il nous faut continuer dans cette... Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Il nous faut continuer là-dessus. S'il y a une chose, bien évidemment, qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est de pouvoir continuer d'améliorer l'esprit communautaire, puisque une EPCI, c'est aussi 4 communes membres. Bien sûr. En tout cas, en parlant de la Carle. C'est une commune comme la Désirade, qui est de moins de 1500 habitants. C'est Saint-François, c'est Sainte-Anne, c'est Gosier. Donc, il faut aussi créer ce contexte afin que tout le monde puisse se retrouver et que les problématiques de chaque territoire soient bien prises à bras le corps, continuer à être prises à bras le corps pour pouvoir répondre à tous les maires. Oui. À tous les maires. Il y a eu un peu de tension, vous le savez, pour le rôle des sports. Est-ce que ça va se calmer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, écoutez, je pense qu'il faut quand même continuer à être à l'écoute. Écouter un peu tout le monde, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mais je pense que c'est un projet qui est bénéfique quand même pour le territoire de la Carle, hein, puisque nous parlons du Gosier, puisque en l'occurrence, c'est un projet qui sera sur le territoire du Gosier. Mais c'est aussi avant tout c'est aussi avant tout un projet communautaire. Oui. Donc ça a aussi son importance. Il y a certaines personnes qui ne sont pas pour, bien évidemment, qui privilégient l'extension du cimetière. Oui. Mais il y a aussi la jeunesse qui le voit de bon oeil. Oui, il y a aussi les professionnels du sport. Oui. Donc, il nous faut peser pour le compte. C'est un projet qui est très avancé dans ce qui me concerne. Et je continuerai à le dire pour simplement répondre à la question que nous sommes dans la continuité. Oui. Alors, sur l'ensemble du territoire, alors, vous avez parlé de Saint-François, on parlait aussi de Sainte-Anne. Qu'est-ce qui va être fait dans ces différentes communes de l'EPCI? Qu'est-ce qui est prévu dans les jours, dans les mois à venir? Oui, quoi, vous avez encore pour 2 ans, là, c'est ça? 2 ans, il reste 2 ans, bien évidemment. Ouais. Non, mais je pense qu'en 2 ans, j'ai été clair avec l'équipe. Et je pense que le discours que j'ai tenu lors de l'élection a plus ou moins reflété la volonté qui est la mienne de pouvoir, bien évidemment, ressouder, puisque je rappelle que nous avons quand même perdu le président. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les agents, c'est compliqué pour les élus. Et c'est là où il va falloir que le président que je suis, les vice-présidents à côté de moi, puissent rester forts, puisque c'est une décision remplie de responsabilité d'être président. Donc nous devons continuer à être là-dessus, nous devons continuer à accompagner nos acteurs. Je pense à l'économie, je pense à nos jeunes qui ont envie de pouvoir apporter quelque chose de nouveau à l'économie, je dirais à l'économie de la Carle, oui. Et plus singulièrement de chaque commune. Donc c'est pour cela que nous continuons. J'ai demandé au service, bien évidemment, de continuer le travail, de l'approfondir, mais surtout d'être au contact de nos acteurs sur le territoire, d'aller les voir. Et je pense qu'il nous faut aussi, comme le président Cornet le disait toujours, avoir un discours de transparence, un discours de vérité. Rappeler que le développement économique, c'est pas que le maire, c'est pas que le président de l'EPCI, c'est pas que les politiques, c'est aussi la volonté de tout un chacun. Je le dis souvent sur Désirade aux acteurs, s'il n'y avait pas une personne pour créer un restaurant, c'est pas la commune qui l'aurait fait. S'il n'y avait pas une personne pour créer des gîtes, c'est pas la commune qui l'aurait fait. C'est aussi l'ambition. Donc pour cela, il faut créer un environnement serein. Et je pense que si nous arrivons à créer cet espace serein autour de la Carle, autour de nos acteurs, nous pourrons redonner confiance, nous pourrons continuer à donner confiance à ce que nos jeunes, à ce que les moins jeunes, toutes les personnes qui le souhaitent de l'espace communautaire puissent être demandeurs de création d'emplois. Juste un petit focus encore sur Désirade.
Du point de vue touristique, bon, déjà, il n'y a pas encore d'hôtel, ni à 3 ni à 4 étoiles. Comment vous voyez un petit peu le développement touristique de votre île? Écoutez, il y a une chose qui est déterminante dans la direction, je dirais, politique des choses, surtout économique. La Désirade, c'est un territoire insulaire. Oui. C'est un territoire qui a un fort taux de chômage, de par son insularité. Et donc, je pense qu'il est plus qu'évident de permettre, et je viens de le dire tout à l'heure, c'est aussi un message fort, de permettre à tout un chacun d'être acteur économique. Les hôtels, moi je l'ai dit sur Désirade, je ne suis pas pour et je ne serai pas pour. Tout simplement parce que sur Désirade, je veux permettre à tout un chacun d'être acteur économique. À tout un chacun qui a un bout de terre, qui a un espace, de pouvoir mettre en place des gîtes. Et si tout un chacun nous rentrons dans ce système et que nous pouvons apporter cela à nos visiteurs, nous n'aurons pas besoin d'hôtels sous Désirade. Désirade aussi, c'est une volonté de garder cette authenticité, cet aspect authentique, cet aspect... Il y a la biodiversité aussi. Voilà, et moi je suis très sur la protection de la biodiversité, protéger ce que nous avons déjà. Et je dis souvent, on dit souvent qu'il faut des choses modernes. Il faut des choses où les gens se retrouvent, c'est moderne. Mais je pense que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, l'authenticité sera la chose à plus demander. Donc vous travaillez dans cet esprit-là. Alors sur le PCI, alors vous savez qu'il va y avoir le congrès de juin, que M. Losbach prépare depuis quelques semaines, maintenant quelques mois maintenant. J'ai entendu ça, j'ai lu ça un peu partout. Il y a trop de PCI en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne sais pas s'il y a trop de PCI en tout cas en Guadeloupe. Et puis si on va sur cette démarche, c'est de dire toujours on va diminuer. On va diminuer jusqu'à la fin des faits. Peut-être qu'on aura qu'une seule chose. On parle de deux. On parle de deux. Une pour la Grande Terre et puis une pour la Basse-Terre. Je pense que chaque territoire, par rapport au découpage, a ses particularités. La Carle, par exemple, c'est un territoire balnéaire. Oui. Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade sont des territoires balnéaires. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres découpages, donc d'autres PCI. Donc je pense qu'il faut quand même, moi je ne serais pas forcément pour, et je ne suis pas pour qu'on puisse rassembler les EPCI. Ça c'est mon choix en tant que président de PCI, et en tant que maire, et plus largement en tant qu'administré de la Guadeloupe. Il nous faut vraiment avoir une politique liée à chaque contexte d'un bout à l'autre de la Guadeloupe. Oui. Vous voyez? Donc, en tant que président de la CAR, c'est compliqué pour moi de dire que je suis d'accord. Je ne serai pas d'accord là-dessus, puisqu'il nous faut apporter une politique qui est en adéquation, qui est en cohérence avec la réalité des territoires. Oui. Donc vous pensez qu'il faudrait peut-être laisser les choses en état, c'est ce que vous êtes en train de dire? Je dirais tout simplement qu'il nous faut prendre le temps d'en discuter, prendre le temps de faire les choses et pas forcément aller dans la précipitation pour calmer ou pour donner raison à certaines polémiques. Oui. Je pense qu'il nous faut faire les choses, c'est du sérieux. Ce n'est pas une rigolade, le développement. Donc, il nous faut prendre le temps de faire les choses. Bien évidemment, je reste ouvert, mais effectivement, la question qui m'a été posée, je réponds tout simplement que je ne serai pas pour. Et c'est la dernière question que je voulais poser, c'est toujours par rapport à ce congrès, vers une assemblée unique pour l'interrogation. La question se pose aussi, puisque M. Losbach a déjà dit que c'est un congrès qui doit être conclusif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de 19e, de 20e, on va s'arrêter au 17e ou au 18e. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reste toujours dans cette même dynamique, dans ce même discours qui consiste à dire ne soyons pas trop pressés, faisons les choses bien évidemment, ne soyons pas trop pressés pour donner raison à des choses qui se disent ah ok d'accord il y a trop d'élus donc il nous faut faire une assemblée unique. Il y a trop d'élus, mais pourtant beaucoup de personnes se plaignent qu'il n'y a pas suffisamment d'élus au contact de la population. Restons dans la réalité des choses. Et moi, je suis quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Il faut bien évidemment prendre des décisions en temps et en heure quand il faut. Mais je pense que là, il faut discuter, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas faire de la démagogie politique, puisque, je le répète, c'est du sérieux, il s'agit de la politique, il s'agit du devenir de nos enfants, du devenir des territoires. Et ça, il ne faut pas le prendre à la légère. Loïc Nanton, merci en tout cas d'être venu, d'avoir répondu à toutes nos questions. J'imagine qu'on vous verra de plus en plus souvent en Guadeloupe, puisque même si vous avez votre cabinet de maire à Désirade, mais il va falloir aussi être souvent à la Carle. Mais je suis souvent en Guadeloupe, je le serai davantage. Oui. C'est pas ça le vrai souci. Le vrai souci, c'est que je sois aussi présent pour la Désirade, puisque je suis le maire de la Désirade, et c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir être, bien évidemment,
bien en place dans ma fonction de président de la CAL, d'être présent pour mes agents, d'être présent pour que la tâche administrative puisse continuer. Mais il ne faut pas surtout oublier que la désirade, sans la désirade, tout cela n'est pas possible. Et c'est surtout, je dirais, le dénominateur commun qui fait qu'aujourd'hui que je suis là. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, 12h50, on a le temps de développer le premier titre de l'actualité avec Iman News. Oui, tout à fait. On va parler justement de l'opération Escargot qui a eu lieu ce matin. Un collectif d'agriculteurs se mobilise pour porter les revendications à la connaissance de tous. Ils demandent une revalorisation du prix à 120 € de la tonne. On va voir un reportage de Michel Héraclide. Là, pont politicien pour causer pour nous, c'est franchement des gigas, il faut mettre l'argent et table là, c'est beaucoup. Ils pont yon, ils ont 6 ans réunion avec nous, ils ont coûté, ils ont regardé l'autre comme ça, ils ont échange avec Kaita, qui a fait ça. Pont yon pour oser dire, préfère là aussi, gigas, mettons l'argent les tables là. Ils pont yon. Ça nous peut dire, contrairement à ça, le monde a pensé, pendant le mouvement à matin là, pas un seul Guadeloupéen que nous pas contré qui pas avec nous à ce mouvement là ça. Et si on regarde comme ça, l'heure il est levé le matin. Premier bulletin, il y a un café à eux, et si vous avez un souvent, vous payez un café pour mon café avec eux. Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a des gens qui lèvent, qui depuis 1964, quand ils ont dit, eh bien, ils couillonnent. L'autre génération à gens qui pas même soucié d'ailleurs, qui là, puisque nous, c'est des gens qui sont quinquagénaires, mais nous, c'est nous, c'est là qui remplacent nous là. Et si aujourd'hui nous ne faisons rien, eh bien, tout fait, c'est là qui est derrière nous là. Et c'est normal. Et nous avons constaté que tout mouvement qui fait, il a fait pacifiquement et avec surtout complicité à la population. C'est ça qui est important pour nous. Région et département. Et hier soir, nous touchons le président de la région. Et il dit moi que bon matin là, il a crié le préfet et il a crié nous. Nous pouvons aller. Et il dit moi qu'il est en France, il a téléphoné, nous pouvons aller. Et là, il a dit ça encore. Si cette situation arrive aujourd'hui, c'est la photo préfet et lui en nous. Parce que le préfet est nous mot d'ordre que démarrer l'école 2023 là, après ça tout est réglé. Chose qui n'est pas jamais faite et lui-même dit nous qu'il y a une capacité de réunir les gars pour faire une ville dans trois tables. Aujourd'hui là, préfet a passé mon bloc a dit nous comme ça, nous parler doit faire opération escargot. Préfet là qui a dit ça, il a pas eu ordre de dire nous ça. Est-ce que nous parlons doit faire opération escargot? En France, il y a un chimère, il y a une autoroute, il y a fait ça et pourquoi on ne peut pas faire ça aussi ici? C'est une revendication nous avons fait. C'est le symbole justement de cette action-là parce qu'on a envoyé des courriers, on a fait des demandes. À ce jour, on n'a aucun retour, notamment de la DAF, qui était censée nous répondre par rapport à nos revendications. Donc on a dû passer une étape. Donc on n'est pas là pour embêter le peuple, parce que c'est notre combat. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix que de passer par deux options, parce qu'ils ne nous écoutent pas. Jusqu'à preuve du contraire. Donc on attend, on espère que cette opération permettra d'avoir une réponse et qu'on puisse retourner. On demande juste de pouvoir retourner aux tables de négociation et de pouvoir vivre de notre métier, tout simplement. Bien, ça s'est calmé provisoirement, mais s'il n'y a pas de négociation, effectivement, il y aura encore probablement un déblocage et donc une situation qui est un petit peu complexe. Il est 12h57. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités, Prosper au Congrès et Mme Catherine Romuald. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h01. Nos deux prochains invités sont arrivés. Madame Romuald, bonjour. Bonjour, monsieur. Directrice générale adjointe de l'insertion au conseil départemental. Et monsieur Prosper au Congrès, bonjour. Il est président du cercle des nageurs de la région de Basse-Terre. Et entre autres. Bon, alors, on vous rejoint dans un instant parce qu'on va parler de Rivière-Sens, c'est ça? Entre autres aussi. Et Madame Romuald, on parle un petit peu d'insertion par rapport à Rivière-Sens, c'est ça? Eh bien voilà. Tout à fait. Bien. On revient à l'actu avec Iman News. On va parler de Talent Pays. Donc, c'est un nouveau magazine qui a été mis en lumière justement ce week-end lors d'une soirée de lancement sur Sainte-Anne. C'était l'occasion de rencontrer ces deux initiatrices de ce magazine qui permet à certaines personnes méconnues de briller. On voit un reportage de Loane Duhamel. TMP, c'est d'abord un projet qui correspond beaucoup à mes valeurs. Moi, j'aime beaucoup la notion de talent. Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de talent à l'étranger. On dit toujours qu'il faut partir en France pour exceller. Et je suis persuadée qu'en Guadeloupe, on a des talents.
Et quand Gisèle m'a parlé de son projet, et qu'elle m'a dit, mais on parle de gens qui sont de la Guadeloupe, qui ont des talents, je me suis dit, ben, là, on touche ce qu'il faut. Et donc, je me suis dit, ça correspond à mes valeurs, ça correspond à ce que j'apprécie, et j'ai envie de contribuer à ça. Et je sais qu'on va marquer l'histoire, alors sans peut-être pas avec un grand H, mais je sais qu'on va marquer les esprits parce qu'on travaille sur un projet qui n'a jamais été fait de cette manière-là. Il s'agit de s'adresser aux Guadeloupéens, au cœur des Guadeloupéens. C'est-à-dire que nous avons le souhait de réarmer le sentiment de fierté guadeloupéenne. À savoir ne plus se contenter de définir la Guadeloupe par les problèmes qu'elle a, par les problèmes qu'on lui connaît, qui sont des problèmes communs à tous les territoires à travers le monde, mais plutôt apprendre à nous regarder différemment et à nous focaliser sur ce que nous savons faire de bien et les domaines dans lesquels nous excellons parce que nous en donnons les moyens. On interviewe des gens qu'on ne connaît pas encore, on interviewe des personnes qui sont des quidam, comme vous et moi, nos mamans, nos tontons, nos frères et sœurs. Et c'est ça, en fait, la force de ce magazine, c'est qu'on est au plus proche des gens, on est au plus proche de l'humain. Et c'est ça qui va faire notre différenciation par rapport à d'autres approches qui sont un peu plus, je dirais, standards de célébrité, tout ça. Il faut nous donner un peu de reconnaissance pour faire valoir ce qui est de bien. Ce qui est de bien et ce qui est fort pour la Guadeloupe. Parce que nous avons tendance tout le temps à reprendre ce que nous avons vu ailleurs. Et pour le moment, nous allons donner la parole, nous donnons la parole aux personnes qui créent. Ça répond à cette envie en fait de transmettre, cette envie en fait de pouvoir bien faire et de pouvoir mieux faire. Et si ça peut éventuellement attirer d'autres personnes, d'autres jeunes, même si je suis entre deux âges, d'autres personnes en fait à pouvoir se faire confiance et pouvoir s'élever, pour moi en fait contribuer en fait au journal, à TMP. Ça permet simplement en fait d'élever les consciences, d'élever les choses et de montrer en fait que oui, effectivement, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit ailleurs, parce que je pense aussi ailleurs, tout le monde est un petit peu dans la même dynamique, c'est de pouvoir montrer en fait que nous avons la possibilité, nous avons les compétences de pouvoir faire beaucoup plus. Et on va continuer justement avec les talents. Une grande dame de la littérature. Une veillée a été réalisée ce week-end pour Maryse Condé au Memorial Act. C'était l'occasion de rendre hommage à cette grande dame. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Qui Guadeloupe, qui New York, qui l'Afrique, tout côté. C'est en seule voix qui a tourné. L'honneur et respect. Maryse Condé. Et c'est une joie pour nous, dans toute cette immense peine, de pouvoir dire qu'il était important que la région mette en valeur l'œuvre de Maryse Condé. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que ce soir, ça se passe en fraternité. Les gens sont là, les gens sont imprégnés de ce qui se passe. Et surtout, ce qui est important, surtout pour nous, c'est que, un hommage lui sera rendu au niveau national, mais nous avons fait un hommage au niveau de la nation guadeloupéenne, puisque Maryse Condé est un indépendantiste dans l'âme. Et donc nous sommes heureux ce soir de cette belle fête. Merci pour elle. Aujourd'hui, cette cérémonie d'hommage, c'est comme on dit, c'est pour accueillir l'esprit de Maryse Condé. Physiquement, elle restera en France, auprès de son amoureux qui veut qu'elle reste à côté d'elle pour venir la voir. Mais son esprit, aujourd'hui, il est revenu en Guadeloupe et il restera en Guadeloupe aussi. Sa mort aujourd'hui, ça nous laisse un peu dans la douleur, surtout la famille, la douleur, le désarroi. Mais ça nous montre l'ampleur de la tâche qui nous reste, parce qu'on devra continuer à faire connaître son œuvre, à représenter ce trait d'union qu'on a voulu être entre Maryse Condé et son public. On dit souvent que nul n'est prophète dans son pays, mais là, en l'occurrence, précisément, elle est prophète dans son pays, parce que nous savons qu'elle a su rendre Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe visibles à l'international, et que c'est finalement une formidable ambassadrice et une formidable citoyenne de Guadeloupe et de Pointe-à-Pitre. Elle a toujours souffert
du temps de la reconnaissance. Mais vers la fin, avec Kaza Condé, avec toutes les manifestations, elle a été un peu convaincue. Et quand elle me regarde, bon, alors avec ton association, qu'est-ce que vous allez faire bientôt? Et c'était ça, mon plaisir et mon réconfort. On entend parler d'elle partout, des hommages qui sont à gauche et à droite. Elle a fait le monde, elle a fait l'Afrique, elle fait l'unanimité en Guadeloupe. Donc si les Martiniquais ont eu Aimé Césaire, si en Guyane ils ont eu Félix Éboué, aujourd'hui je dis que la Guadeloupe peut avoir Maryse Condé comme nom de l'aéroport. Aéroport Paul Caraïbe Maryse Condé ou aéroport Maryse Condé. Et j'espère que tous les élus seront ensemble pour que nous puissions changer le nom et reconnaître cette grande dame qui fait l'unanimité au niveau mondial aujourd'hui. Voilà. Les obsèques sont prévues le 12 avril au Père-Lachaise. Oui, on va attendre ça. Bien, alors, on reçoit donc, je vous l'ai dit, Mme Romuald et M. Congré. Il y a quelques semaines de cela, il y a eu l'ouverture à Rivière-au-Sens d'une base de sauvetage à l'initiative du CNRBT et aussi du conseil départemental. Qu'est-ce que ça va changer pour les jeunes Bastériens et pour les Bastériens en général, une base de sauvetage qui répond? Monsieur... Alors, on va dire surtout grâce au conseil départemental, puisque le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre, dont je suis le président depuis 34 ans, et qui bientôt 35 ans, et qui a 45 ans d'âge, et dont j'ai été l'un des membres fondateurs il y a 45 ans, n'aurait pas pu réaliser cette base départementale tout seul, c'est sûr. Donc le conseil départemental, effectivement, c'est une longue histoire, puisque en fait, très rapidement, c'est lorsque la piscine de Rivière-des-Pères a fermé le 1er août 2017, que nous nous sommes posé la question au sein du conseil d'administration, des 11 membres qui sont autour de moi, que faisons-nous? Tous les autres clubs de natation avaient disparu sous Basse-Terre, et on a un potentiel de 40 000 enfants scolarisés qui doivent apprendre à nager. Donc on s'est dit qu'en bon père et en bonne mère de famille, on ne pouvait pas abandonner ces 40 000 enfants, et on s'est retourné par conséquent vers un outil qui est essentiel, qui est naturel, qu'on avait tendance à oublier parce qu'il y avait une piscine, la mer. Et donc dès le 1er septembre donc 2017, on s'est orienté vers la mer, et pendant 2 ans, nous étions tout seuls, effectivement, sans moyens logistiques, sans confort, ne serait-ce que pour l'hygiène et la sécurité. Et ça a duré 2 ans. On remercie donc l'éducation nationale, avec qui nous sommes partenaires depuis 30 ans. On remercie les chefs d'établissement, puisqu'on travaille des primaires jusqu'à l'université. On remercie les parents d'élèves qui nous ont soutenus pendant ces 2 années, parce qu'on était isolés, on était seuls. Et devant l'utilité et la nécessité effectivement de modifier, de changer des choses et de travailler dans des conditions qui soient sereines et de sécurité, nous nous sommes orientés vers les collectivités. La région nous a dit on va nous s'orienter vers la reconstruction, la rénovation, l'amélioration, la réouverture de la piscine. Donc on ne peut pas vous aider à ce niveau-là. Et il nous restait donc le conseil départemental. À l'époque, la présidente, Josette Boel-Lincertin, a pris le taureau par les cornes et nous a dit « Ok, banco ». En tant qu'ancienne chef d'établissement, en tant qu'ancienne enseignante, elle a très bien compris l'utilité et la préciosité de notre demande. Et par conséquent, avec des conseillers départementaux de l'époque, Brigitte Rode, Élie Califer, Nicole Herdan, nous avons monté donc un projet. Et ce projet a pris corps. Et au bout de 2 ans, après 2 ans de galère, 2 ans de purgatoire, le conseil départemental, donc avec l'équipe, nous a construit donc une première, on va dire, une première partie de cette base, qui était un maillon qui nous permettait effectivement de travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité optimales. Et ça a duré 2 ans, mais on s'est développé. Et donc, le 20 mars 2024, 4 ans après, l'équipe du président Guy Losbar, avec son cabinet, Daniel Dumirier, que nous remercions, voilà, et toute l'équipe autour, ont vu qu'effectivement, il y avait nécessité de développer cette infrastructure. Et grâce donc à là aussi, il faut le souligner, à l'apport de la commune de Goubert, puisque et pour le premier échantillon et pour le deuxième qui s'est développé, la commune de Goubert a été un partenaire essentiel, puisque nous sommes sur le territoire de la commune, même si nous sommes sur un axe et une route départementale. Donc la commune de Goubert nous a mis à disposition une ancienne école donc, de natation, un bâtiment qui était là et qui était vétuste et qui méritait effectivement une réfection et un réaménagement. Et l'équipe du président Losbar donc, a décidé effectivement d'investir à ce niveau-là et à tout prix
pris en charge. C'est quand même un budget conséquent puisque c'est quand même 250 000 € qui ont été investis parce qu'au-delà effectivement de l'aménagement de l'infrastructure, il y a eu tout l'axe routier pour la sécurité qui a été repris également, de la protection effectivement aussi par rapport à la mer. Donc il y a eu un gros dispositif, une grosse logistique qui est allée au-delà effectivement probablement de nos ambitions, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là devant vous et nous réussissons donc à sauver depuis 7 ans 40 000 enfants autour du savoir nager. C'est important effectivement. Alors Madame Romuald, du point de vue de ce que vous êtes au niveau de l'insertion, quel lien d'âge qu'il va y avoir entre les deux? Alors en fait, pour faire un petit peu l'histoire, ça fait 2 ans maintenant que le Cercle des nageurs de la région Basse-Terre avait répondu à un appel à projet dans le cadre des ateliers parcours d'insertion qu'on a eu l'occasion déjà d'évoquer. Et donc dans le cadre de ces ateliers, je rappelle rapidement qu'ils sont là pour accompagner la montée en compétences des bénéficiaires du RSA. Nous avons eu donc l'occasion de travailler avec eux sur l'acquisition des gestes de premier secours. Oui. Et donc c'est dans ce cadre-là que les premiers bénéficiaires du RSA ont eu l'occasion donc de se rendre au CNRBT pour être formés à ces premiers gestes de sauvetage secourisme. Et puis, la base arrivant, l'opportunité, nous l'avons trouvée aussi dans la découverte métier, puisque ces ateliers parcours d'insertion doivent nous permettre d'exploiter des niches de métiers aujourd'hui qui n'existent pas encore, ou en tout cas qui sont en développement. Et au regard du potentiel qu'il y a en Guadeloupe, puisque nous avons de nombreuses plages et qui ne sont pas forcément surveillées, mais très fréquentées, on a malheureusement eu à déplorer quelques cas de noyade, il est essentiel de former aussi à ces métiers-là. Et donc, dans le cadre des ateliers parcours d'insertion découverte métier, nous avons donc un appel à projet qui est sorti encore une fois en fin d'année. Le CNRBT y a répondu avec la base départementale et nous voyons un vrai potentiel d'exploitation de cette base pour former et accompagner. À peu près combien de personnes? Aujourd'hui, on va débuter là avec une vingtaine de bénéficiaires du RSA, mais à terme, le potentiel d'emploi quand même avait été estimé par le CNRBT à quand même 600 emplois. La Guadeloupe a beaucoup de plages, la Guadeloupe a beaucoup de points d'eau aujourd'hui. Nous avons les rivières, je ne les cite pas, où on peut se baigner. La baignade, en tout cas, sur nos plages aujourd'hui, n'est pas surveillée pour la plupart. Pourtant, nous avons des spots qui mériteraient de la surveillance au regard du taux de fréquentation de la plage et du niveau quelquefois de dangerosité de ces plages. Donc ça veut dire que la base de Rivière Sens va être un petit peu un modèle, un laboratoire pour les autres à venir? C'est ce que nous ambitionnons. Nous ambitionnons de montrer qu'effectivement sur cette plage, on peut former, on peut accompagner des personnes dans ces découvertes de métiers autour du secteur aquatique et pourquoi pas entraîner d'autres. Je pense derrière, Monsieur Congrès, c'est probablement l'ambition que nous avons de démontrer que ça peut fonctionner, que d'autres communautés d'agglo rejoignent aussi l'installation de ces spots de surveillance. Juste quelques chiffres, Danick, pour répondre effectivement en complément de ce que dit Mme Romuald par rapport à votre question. 270 sites de baignade recensés en Guadeloupe. 270 C'est une étude que nous avons menée pour l'éducation nationale, puisque il y a jusqu'à 2 ans encore, nous étions professeurs de PS, d'éducation physique et sportive. Nous l'avons été pendant 41 ans et nous avons eu l'occasion donc de mener cette étude. Sur ces 270 sites, nous avons recensé 100 qui nécessitaient d'avoir un poste de secours et un poste de sauvetage. Tout simplement, soit par leur fréquentation, qui est importante, soit aussi par leur dangerosité, même si elle n'est pas permanente, mais elle est potentielle, elle est très visible, et par le risque effectivement donc d'accident. Et sur ces 100, vous ne pouvez pas créer une base de secours s'il n'y a pas à côté une base de sauvetage également. Donc c'est complémentaire. Il faut à la fois un poste de secours et un poste de surveillance. Et potentiellement, par rapport aux chiffres qu'annonçait effectivement donc ce que nous avons recensé, ça vous crée par base 6 emplois. Multiplié par 100, ça vous fait un potentiel de 600. Aujourd'hui, il y a 97%, jusqu'au 20 mars, il y en avait 98, mais depuis Rivière Sens, au-delà donc de la plage de l'autre bord au Moule et de celle donc du bourg de Sainte-Anne, il n'y a pas de plage surveillée où il y a un poste de secours et un poste de surveillance. Donc aujourd'hui, sous ces 100 plages potentielles, 100 sites de baignade, puisqu'il n'y a pas que les plages, il y a aussi des rivières, il y a aussi d'autres sites où on va se baigner régulièrement. 97% de ces sites ne disposent ni d'un poste de secours ni d'un poste de surveillance. D'où ce potentiel effectivement d'insertion, d'immersion, d'emploi qui, voilà. Rien que sur Rivière Sens, nous brassons chaque jour 500 gamins au niveau des établissements scolaires. C'est 2000
par semaine, 8 000 dans le mois, 72 000 pendant l'année scolaire et 80 000 sur toute l'année. Donc vous imaginez, il suffit d'un petit accident malheureux qui pourrait tout mettre donc en question. D'où la nécessité, effectivement, quand nous avons... nous sommes approchés de nouveau du conseil départemental, mis beaucoup l'accent sur la sécurité. Et aujourd'hui, nous avons par exemple sur la plage de Rivière-Sens un axe qui était à 2 voies, qui est plus qu'à une seule voie, par exemple. On a mis l'accent sur la sécurité. Il y a des bornes anti-stationnement. Il y a des emplacements pour les bus quand ils arrivent avec les enfants. Il y a un circuit qui permet aux enfants de ne pas être sur la route, donc qui leur permet d'accéder directement soit au premier, soit au deuxième bâtiment, puisqu'on gère maintenant 2 bâtiments, et qui leur permet également, lorsqu'ils sortent de leur vestiaire, d'intégrer directement sur des passages protégés avec donc une sécurité quand même maximale directement vers la mer. Voilà. Et nous, on prend le relais par la suite autour donc du sauvetage et du secourisme. Il y a l'équivalent du CNBT dans d'autres communes de la Guadeloupe. Mon humilité m'oblige à vous dire non, parce que effectivement, Sainte-Anne et le Moule, c'est communal. Oui. Voilà. C'est parce que nous, associations, nous avons porté ce projet. Mais rien n'empêche à d'autres associations de natation ou de sauvetage ou de secourisme de le porter. Maintenant, je peux vous dire que c'est loin d'être évident. Là, on voit un petit peu, on n'a pas encore atteint le sommet, on voit un petit peu le sommet, on va dire, de l'iceberg. Mais c'est 7 ans quand même de travail. C'est 7 ans donc de montage de projet. Il faut convaincre. Vous savez que c'est pas toujours évident de convaincre les élus. Vous savez, ça change parfois. Et puis les projets, il faut aussi les porter. Mais là, on a trouvé une dynamique au niveau du conseil départemental qui est exceptionnelle, sincèrement. Et je salue effectivement cet effort. Et là, nous sommes dans une démarche prospective sur du solide, sur du concret, et puis on va presque dire sur du vital, c'est les 3 S, savoir nager bien sûr, mais savoir sauver, savoir secourir, et aujourd'hui à compléter par la surveillance, c'est essentiel sur une île comme la Guadeloupe. Madame Romuald, les ateliers vont débuter quand? Alors là, nous sommes dans le round, on va dire, des signatures de convention avec l'ensemble des prestataires qui ont été retenus. Donc là, je pense que raisonnablement, d'ici le mois prochain, on devrait pouvoir accueillir un premier groupe de bénéficiaires du RSA d'une vingtaine de personnes, déjà pour commencer. J'en profite vraiment pour redire aux bénéficiaires du RSA qu'ils peuvent se rapprocher des antennes locales d'insertion pour pouvoir s'inscrire. On a une adresse mail qui est très simple, c'est parcours.insertion@cg971.fr. Ils nous envoient un mail, ils nous disent s'ils sont intéressés par cette action-là et ils sont contactés par les référents. Donc on débute le mois prochain. Cela dit, quand même, il faut qu'ils savent nager au moins. Ils apprendront. Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, c'est essentiel, c'est primordial. On va dire qu'effectivement, que c'est un préalable. Oui. Parce que s'ils ne savent pas nager, ça va être difficile après pour eux de savoir sauver, de savoir secourir. Oui. Bref, ça va être compliqué. Oui. Maintenant, tout va dépendre du public que nous accueillons. C'est vrai qu'on pourra difficilement refuser, mais on pourra réorienter parce que l'avantage que nous avons, c'est que nous avons, au-delà de notre centre de formation agréé au métier de l'eau et du sauvetage et du secourisme, nous avons quand même une école. Mais oui. Donc, si on s'aperçoit que parmi le public BRSA qui nous est envoyé, il y en a qui ne savent pas encore nager, on ne va pas les écarter, on ne va pas les rejeter, on ne va pas les repousser puisqu'on est là pour accueillir tout le monde, mais on va les réorienter et après on les réintégrera en fonction parce qu'il n'est pas question non plus qu'ils mettent à plat l'organisation qui sera mise en place par rapport à ceux qui savent déjà nager et qui doivent évoluer parce qu'on a quand même, on va dire, on est dans une politique de résultats également. Voilà. Et d'insertion vers l'embauche et vers la création. Ce qu'il faut savoir, Danick, c'est que le CNRBT, si vous voulez, est en amont, mais il est en aval également. En tant que centre de formation agréé, nous avons la possibilité d'organiser les sessions d'examen, puisqu'on prépare au brevet de surveillant de baignade, au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Nous sommes aussi adhérents donc, du comité départemental de sauvetage et de secourisme de la Guadeloupe, dont j'assure effectivement la présidence. Il y a 5 associations au sein donc, de ce comité départemental. Il y a quand même 2000 personnes qui sont déjà formées. Et à côté de cela, si vous voulez, nous dépendons aussi de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Donc, c'est toute une courroie de transmission qui demande quand même un cahier des charges relativement strict, puisque au-delà de dépendre aussi du ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation nationale, de l'Éducation populaire, nous dépendons aussi de la Sécurité civile et du ministère de l'Intérieur. Donc, vous savez que ce sont des choses qui sont extrêmement cadrées, légiférées, et nous n'avons pas droit, on va dire, à l'erreur, surtout que nous sommes en matière donc, de sauvetage, de secours, et donc on est là pour préserver, bien sûr, la vie des autres. Madame Romuald, est-ce que
l'appel que vous lancez en direction des bénéficiaires du RSA, il y a une moyenne d'âge, il y a une limite d'âge ou c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Le programme départemental d'insertion qu'on a eu l'occasion d'évoquer déjà, nous avons plusieurs dispositifs et qui couvrent toutes les tranches d'âge aujourd'hui. Je reviens sur la question du savoir nager. Ça donne l'occasion d'évoquer un autre dispositif rapidement du programme départemental qui est le passeport, qui en fait permet de financer notamment l'activité et la pratique sportive des bénéficiaires du RSA. Donc même s'ils ne le savent pas, ils apprendront, c'est ce que je dis, à nager et pourront intégrer ces actions-là. Et puis l'action quand même aussi, j'ai envie de dire que c'est une découverte métier. Il faut aussi donner envie aux personnes qui vont venir découvrir ces métiers dans le secteur aquatique, d'avoir envie d'y aller. Alors, s'ils sont conquis, c'est sûr que s'ils ne savent pas nager, ils apprendront à nager. Alors, redonnez encore rapidement l'adresse mail. Alors, c'est parcours, avec un S à la fin, bien sûr, point insertion @cg971.fr. @cg971. Juste une précision, Danick, si on a le temps, très rapidement par rapport au savoir nager. C'est essentiel puisque c'est la base. C'est essentiel. Il faut savoir qu'avec le département, nous sommes effectivement sur une démarche avec l'éducation nationale sur le savoir nager, puisqu'aujourd'hui, un enfant sur deux entrant en classe de 6e au collège. Les collèges sont gérés par le département et le département a très bien compris le problème, ne sait pas nager. Donc, résultat, aujourd'hui, sur les 42 collèges, qui existe, il y a un programme qui va être mis en place avec le département, avec le comité départemental de sauvetage et de secourisme et avec le CNRBT justement pour pouvoir permettre, en collaboration avec l'éducation nationale, avec les chefs d'établissement, avec les professeurs d'éducation physique et sportive, avec les parents d'élèves bien sûr également, et bien sûr avec tout ce public potentiel, vers une amélioration donc de ces chiffres pour que à la fin d'un certain cycle, nos enfants puissent savoir nager. Il est hors de question que parce que nous sommes en pénurie de piscines, alors que nous avons la mer, qu'on se dise il n'y a pas de piscine, on n'apprend pas à nager. Justement, voilà. J'avais posé la question de la piscine de Rivière-des-Pères. Quelle nouvelle? Elle a été réouverte. Elle a été réouverte le 6 novembre. Elle est réouverte. Voilà, on croise les doigts parce que ce sont de nouvelles technologies qui ont été mises en place effectivement au niveau de la piscine de Rivière-des-Pères. La logistique des ressources humaines n'a pas nécessairement suivi, puisque la communauté d'agglo aussi a des difficultés financières, on le sait, donc c'est pas évident. Bref, il suffit pas effectivement de rénover du matériel, il faut aussi recycler le personnel et il faut aussi le former. Voilà. Donc je vous cache pas qu'on est quand même sur un tissu extrêmement fragile. On souhaite que ça reste ouvert le plus longtemps possible parce que on a du travail, d'où cette nécessité malgré tout de se retourner aussi et de composer aussi avec l'élément naturel qui est la mer. Mais il est évident que nous avons un déficit chronique ici de piscine, mais encore une fois, c'est pas parce que nous avons ce déficit chronique, vous comme moi, comme Catherine, comme d'autres, ont appris à nager à la mer. Donc aujourd'hui, on peut continuer d'apprendre à nager à la mer et il n'est pas question qu'on oublie que parce qu'on a un déficit d'infrastructures, si on en a, tant mieux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre aussi au niveau de cette répartition. Parce que quand on regarde la pauvreté, le désert carrément d'infrastructures sportives à ce niveau-là, sur le sud Basse-Terre notamment, qui est le territoire où nous intervenons en priorité, même si on rayonne sur toute la Guadeloupe, par rapport à d'autres régions, tant mieux pour eux. Quand on regarde du Gazon aux Abîmes, ils ont 3 beaux bassins. Un bassin là, récent qui va être inauguré bientôt de 10 couloirs à 50 mètres, un bassin olympique avec les nouvelles normes. Un bassin déjà existant de 6 couloirs, 50 mètres, plus un bassin de 25 mètres, 8 couloirs. Et que nous, sur toute la côte, tout le sud Basse-Terre, nous en arrivons là. Merci à la mer et merci au département. Voilà. Oui, non, mais c'est pas parce qu'on a fait de l'apnée pendant 10 ans qu'on doit rester quand même en submersion. Voilà, on doit quand même sortir la tête de l'eau, mais on se bat. On est là depuis 50 ans, ce qui nous concerne, et le club existe depuis 45 ans. Et grâce à des émissions comme la vôtre qui permet de sensibiliser la population guadeloupéenne, je pense qu'il n'y a pas un Guadeloupéen ou un résident sur ce territoire de la Guadeloupe qui peut aller à l'encontre d'un programme comme celui-là qui est de savoir nager, savoir sauver, savoir secourir et permettre à l'ensemble de nos sites de baignade de disposer d'un minimum non seulement de surveillance mais aussi pourquoi pas demain élargir, diversifier avec de l'animation sur ces sites de baignade. Ok, Madame Oumia, la bonne partie quand même, puisque d'après mes programmes, je vois que vous serez encore avec nous bientôt. Juste un petit mot sur le bientôt.
Ah oui, la semaine prochaine, un très gros événementiel autour du numérique. Vous savez que le Fort Louis Delgrès va accueillir pendant 2 jours le village du numérique qui est ouvert au tout public, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de RSA, aux collégiens, aux lycéens. On va parler métiers du numérique, on va parler cybersécurité, on va parler des conseillers numériques, des espaces France Service. Donc on viendra vous présenter tout ça. C'est un très gros programme sur 3 jours. Ça bouge à Bastia, c'est tant mieux quand même. Le rééquilibrage se fait un petit peu quand même. On essaye avec le conseil départemental. Oui, voilà. Merci en tout cas à vous deux, les 13h27. Je rappelle quand même un parcours.insertion@cg961 si vous voulez .fr si vous voulez candidater aux ateliers qui vont être ouverts d'ici quelques semaines. D'ici le mois prochain. Voilà. Merci. 13h27. Dernière séquence tout à l'heure avec nos invités, Edith Evrilus, André Moulin, Véronique Tonton et Madame Isabelle Pioubacassa. Tout de suite. Voilà, il est déjà 13h33. Je vous l'ai dit, on va recevoir 4 femmes. Edith Evrilus, la présidente de la commission des TPE de la CCIG, qu'on a l'habitude de voir ici. Bonjour. Bonjour. Après, il y a Audrey Moulin, gérante du bureau d'études TING. Bonjour. Bonjour. C'est votre première fois? Exactement. Considérez que c'est votre examen de passage. Okay. Véronique Tonton, bonjour, gérante de la DC JASP. DC JASP. Déjà, elle va présenter du succès. Et Isabelle Pioubacassa, elle est entrepreneur passionné, dynamique, ce qu'on dit de vous. Voilà comment vous présentez. Plusieurs secteurs d'activité. Et c'est Madame Evrilus qui a eu l'idée de vous rassembler devant nous pour parler un petit peu de vos activités, parce qu'il paraît que vous êtes toutes des femmes brillantes. Très bien. C'est vrai? Bah, oui, bien sûr. Oui. Bon. Alors, on commence par Madame Moulin. Alors, présentez un petit peu votre activité, qu'on sache un peu qu'est-ce que vous faites de votre vie professionnelle. Ok, d'accord. Donc, je suis gérante du bureau d'études TING. C'est un bureau d'études qui accompagne les clients sur les projets du BTP, donc tout ce qui est construction, rénovation et aménagement. Oui. L'objectif, c'est d'accompagner les clients sur plusieurs aspects, techniques, administratifs, logistiques et financiers. Donc en fait, l'objectif dans ces missions, c'est de faire de la conduite de projet. Donc la conduite de projet, englobe plusieurs critères, c'est-à-dire la qualité, la technique, le respect de l'enveloppe budgétaire, la tenue aussi du planning et bien sûr la sécurité des ouvrages, des intervenants et du chantier. Vous allez sur les chantiers quelquefois? Bien sûr, tous les jours. Avec le casque, la panoplie, la totale. Bon, là qu'on vient de voir ça. Audrey Moulin, alors, vous êtes gérante du bureau d'études, Véronique Tonton, pardon, gérante de l'industrie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Mon entreprise Desija, c'est un atelier lapidaire. Donc, mon métier, c'est artisan lapidaire, ce qui consiste à transformer les pierres gemmes de la Désirade en bijoux. Voilà. Donc, vous récupérez les pierres et vous les transformez en bijoux. Voilà, je récupère les pierres, donc c'est une base brute que je vais amener dans l'entreprise, que je vais transformer en bijoux. Toute la transformation se fait dans l'atelier lapidaire. Il faut garder à l'esprit que la Désirade contient des pierres semi-précieuses, comme le jade, le jaspe, la malachite, etc. Et le rôle même de l'entreprise est de mettre cette richesse de la Désirade dans tout le devant de la scène et de le faire connaître au plus grand nombre public. Oui. On vient de recevoir votre mère, vous avez dû le croiser. Il vient de venir, on a M. Tonton était avec nous. Alors, Isabelle Pioubacassa, alors votre activité? Oui, alors moi je suis dans plusieurs secteurs d'activité, donc principalement les travaux publics, mais aussi le transport, l'agriculture, l'agrotransformation, la distribution. Tout ça à la fois? Plusieurs secteurs. Je travaille pour un groupe qui, lui, a une vingtaine de secteurs d'activité. Et donc, dans le groupe, j'ai mes missions. Et du coup, moi, ma mission en ce moment, c'est les travaux publics avec la société FPRB. Du coup, c'est fabrication et pose de revêtements bitumineux. Je suis pour le moment la directrice d'exploitation de cette société-là. L'activité principale, c'est le revêtement bitumineux, donc les routes. Je vous pose la même question que tout à l'heure, Mme Moulin. Vous allez sur le terrain aussi? Oui. Je suis obligée. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'employés. Il faut de temps en temps que la direction soit sur le terrain pour être prise au sérieux.
D'accord. Alors, Edith Evrinus, alors vous avez réuni ces dames. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, à la Chambre de commerce, depuis à peu près 4 ans, la commission des très petites entreprises que je préside organise la nuitée des femmes entrepreneurs. Au WTC. Donc, pour cette cuvée, nous avons eu pas moins de 280 personnes. Et donc, chaque édition, nous avons un thème différent. Et le thème de cette année, c'était les femmes qui sont dans des métiers traditionnellement dits des métiers d'hommes. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai eu droit à 8 femmes exceptionnelles. Il y a eu une 9e qui était une pipite, qui fait de l'enrobage sur les noix de cajou, sur les amandes, les de petits canal. Et j'ai rencontré ces femmes excellentes et qui font un métier parce que tout simplement, elles se sont, on va dire, elles n'ont pas réfléchi. Est-ce que je vais faire un métier de femme? Est-ce que je veux être secrétaire et tout ça? Donc, elles ont un peu démocratisé ces métiers-là. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé utile à la commission des très petites entreprises de mettre ces femmes à l'honneur pour qu'elles soient les guides, pour qu'elles soient des modèles de d'autres jeunes femmes qui cherchent à faire un métier, mais peut-être qui ont peur. Et donc, ces femmes-là ont décomplexé ces métiers qu'on disait des métiers dits d'hommes. Et donc, il faut faire savoir ça en Guadeloupe, parce que nous avons des femmes qui sont dans différents secteurs d'activité. Rien n'est réservé aux hommes. C'est pas que nous soyons dans une lutte, oui, si les hommes font, nous devrions faire. Non. Elles ont été vers ces métiers-là parce qu'elles avaient un potentiel à développer dans ces métiers-là. Et c'est pour cette raison que j'ai fait savoir à la Guadeloupe, enfin, à la Chambre de commerce, par le biais de la commission des très petites entreprises, a fait savoir à la population, voilà, nous payons aussi, ça c'est Bougla qu'a fait. Alors, Madame Moulin, par exemple, dans votre job, vous employez plus d'hommes ou plus de femmes? Alors, dans mon travail, je vois beaucoup plus d'hommes que de femmes, bien sûr. Oui. Maintenant, je suis plutôt sur le pilotage des différentes entreprises, donc avec des directeurs, avec des chefs d'entreprise. Et en fait, l'objectif, c'est de faire tout le monde travailler ensemble pour réaliser l'ouvrage, en fait. Et c'est pas trop compliqué, quelquefois? Franchement, non, c'est pas compliqué. Non. Honnêtement, j'ai un management plutôt collaboratif et structuré. En général, je discute beaucoup, j'accompagne beaucoup aussi, je rapporte des ressources. Les objectifs aussi sont bien définis dès le début. Donc en fait, à chaque imprévu, on se réunit, on discute et en fait, on trouve des solutions pour pouvoir avancer. L'objectif, c'est de toujours trouver des solutions pour pouvoir réaliser ces travaux. Isabelle Pubakassi, je vous pose la même question. Est-ce que c'est, comme Edith disait, c'est un métier d'homme entre guillemets au départ? Oui. Vous êtes fait à ça en combien de temps? Je m'y ai fait en combien de temps? Oui, vous êtes mis pour entrer vraiment dans votre job. Quelques mois, on va dire. Mais moi, ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille dans ce secteur-là et du coup, j'ai quand même l'habitude de travailler avec des hommes. Oui. Pour la société d'enrobé, c'est compliqué de pouvoir recruter des femmes parce que les produits sont dangereux. Ah. Donc, les femmes n'ayant pas encore eu d'enfants ou souhaitant en avoir, c'est pas préconisé de venir travailler dans l'enrobé. Donc j'essaie de faire attention, mais ma société de transport, j'ai uniquement des femmes. Ah, uniquement des femmes? Oui, qui conduisent. Au départ, aux stations, un homme vient, vous dites, ah, pas ni pas. Non, j'ai essayé les hommes avant, je ne vais pas vous mentir, mais j'avais toujours des casses, des retards, ils ne venaient pas travailler. J'avoue, c'est pas pour taper sur eux, mais j'ai eu beaucoup de petits soucis. Et du coup, j'ai recruté des femmes. Les femmes ne sont jamais en retard Eh bien non. Malgré les embouteillages. Même ce matin, ça m'a étonné. Oui, elle était là. Elle était déjà là. Or, tous les autres camions étaient absents. Oui. Bon, j'ai rien dit. Hein. Là, j'ai rien dit. Bon, alors, Madame Tonton, à Désir de vous ramasser des pierres, vous faites un travail artistique. Ce n'est pas spécialement un travail d'homme, quand même, ça. Oui, le métier de lapidaire, c'est un métier d'homme de base. C'est des hommes qui travaillaient les pierres et transformaient la pierre. Après, il y a très peu de femmes dans ce domaine. Par exemple, en Guadeloupe, l'atelier lapidaire est la première structure de toute la Guadeloupe. Le premier lapidaire de toute la Guadeloupe. Donc, le seul lapidaire qui existe dans les Antilles, c'est à Saint-Domingue. Dans les Antilles françaises, c'est la Désirade. Moi, est-ce que vous avez appris votre job? Eh bien, nous avons bénéficié quand même d'un apport de formateurs
en ce sens que c'est les formateurs qui sont venus vers nous former sur place. Oui. Et ça fonctionne bien, je veux dire, les pierres que vous faites, que vous travaillez, vous arrivez à les commercialiser facilement? Je les commercialise facilement et nous avons un public très large. En ce sens, c'est plutôt les étrangers qui achètent les pierres de la Désirade. Oui. Donc, j'ai reçu dernièrement des Allemands, des Australiens, des gens de Belgique. Donc, il y a beaucoup de demandes à ce niveau. Il faut dire aussi que les pierres sont plus connues à l'étranger qu'en Guadeloupe. En Guadeloupe, il n'y a pas vraiment de formation de pierres gemmes. Quand les gens voient un bijou, ils vont le comparer à un bijou fantaisie, alors que les pierres de Désirade, c'est des pierres semi-précieuses. On trouve ça qu'à Désirade, ce type qu'à Désirade. D'accord. Voilà. Non, enfin, je posais la question. Si vous regardez le collier que je porte, c'est une fabrication de mois, d'une fabrication artisanale. Et là, ça représente quand même plus d'1 mois de travail. Ah, pour faire ce petit collier? Voilà. Ici, vous avez une jade métamorphique de la Désirade. D'accord. Bon, alors, c'est bien d'entendre tout ça, mais Madame Évrilus, dans votre parcours de présidente du petite entreprise, quand même, il y a des hommes. Dans le parcours, c'est-à-dire dans la commission, il y a des hommes. Oui, des hommes. Mais nous avons plus eu l'envie de reconnaître les femmes, de mettre en avant les femmes, puisque, bon, c'est vrai que nous sommes quand même le maillon fort. Je ne vais pas dire que les hommes sont le maillon faible, mais nous sommes les maillons forts, puisque, bon, déjà... Je vais partir, là, tout à l'heure. Non, vous ne partirez pas. Non, je vais mettre Iman à ma place, et puis les choses... D'ailleurs, elle est restée 15 jours à ma place, donc ça se passait aussi bien. Ça se passait aussi bien. Et donc, c'est mettre en avant les femmes, quand même mettre en avant ce que font les femmes, valoriser les femmes, puisque nous sommes maintenant dans une autre manière de commercer, de faire l'entreprise, de voir l'entreprise. Beaucoup de jeunes filles, peut-être, ne pensent pas forcément à s'orienter vers l'entreprise, puisque, bon, quelquefois, bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Rien n'est simple, rien n'est facile. Tout est compliqué quelquefois. Et je dis, la vie, c'est une question d'équilibre. Et donc, mettre en avant les femmes, c'est de dire aussi aux jeunes filles que, voilà, il y a des femmes qui font ce métier-là. Moi, j'aimerais aussi m'orienter vers tel ou tel métier, c'est-à-dire donner l'envie, d'avoir envie d'investir. Puisque moi-même, quand j'étais plus jeune, j'avais des femmes qui étaient mes guides, et je vais dire, grâce à ces femmes-là, bon, c'est pas grâce à eux, puisque bon, ce que j'ai dans ma tête est bien dans ma tête, mais grâce à force de regarder l'orientation, de regarder comment ces femmes faisaient, ça m'a un peu consolidé dans ce que je voulais faire. Donc, mettre les femmes en avant, les valoriser, c'est dire aussi, nous sommes femmes, et alors? Oui, et alors? Oui. Alors justement, je pose la question à toi, ces trois femmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes femmes ou des femmes qui vous regardent en ce moment et qui se disent, mais regardez, madame qui a fait des butins, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, la première chose que je leur dirais, c'est d'oser, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de genre, femme, homme. En fait, tout est une question d'implication et de compétences. Si elles ont vraiment envie, si elles sont passionnées par le métier, moi je fais ça depuis 11 ans. Depuis 11 ans, j'accompagne sur des projets, des gros comme des petits. J'ai eu aussi plusieurs employeurs, plusieurs casquettes. Et honnêtement, j'ai toujours été passionnée et curieuse d'apprendre et je continue à apprendre. Donc en fait, c'est vraiment, si on est passionné, il ne faut pas se limiter, il faut oser, il faut y aller. Une petite question délicate quand même. Dites-moi. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez des hommes sous votre responsabilité. Comment sont les rapports d'une manière générale? Les rapports sont plutôt cordiaux, hein. Franchement. En fait, on est vraiment dans un échange où, comme je vous l'ai dit, il y a un management qui est collaboratif et structuré. L'objectif, c'est vraiment de leur apporter, déjà d'avoir des objectifs, de fixer des objectifs qui sont clairs et ensuite de leur apporter les ressources. On reste dans l'échange toujours et aussi dans la félicitation des performances. Donc, en fait, les gars, ils se sentent valorisés, ils sentent leur travail valorisé et ils sont impliqués. D'accord. Même question à Isabelle. Moi, je vais rejoindre Madame Moulin. Vous connaissez déjà? Pas vraiment. Pas vraiment. On s'est rencontrés juste à la soirée de Madame Moulin, mais sinon non. Il y a pas mal. Je la rejoins du coup et je dis aux femmes de tenir bon. Je sais que c'est difficile. On se heurte souvent à des murs, mais qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher et toujours garder en tête son objectif. Et ne pas perdre de vue son objectif et y aller, peu importe ce qui se passe. Madame Tonton.
Eh bien, moi, ce que j'aurais à dire, c'est que toutes les filles, les petites filles devraient avoir confiance en eux, en fait, avoir foi en leur capacité. Et malgré que les injures ou malgré les indifférences ou que les gens peuvent peut-être mettre des bâtons dans leurs roues, avoir foi en leurs rêves, en fait. Avoir foi en ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et je tenais à remercier quand même la présidente de la CCI, comme Edith Evrilus, qui, elle, s'est déplacée à la Désirade et a eu foi en ce que je faisais. On a besoin de personnes comme cette dame, en fait, qui voit ce qu'on fait, qui a cette reconnaissance de la valeur des choses qu'on apporte et qui, le 8 mars, nous a mis à l'honneur. Donc, la CCI, la présidente, son équipe, il faut les remercier parce que c'est grâce à des personnes comme ça qui fait sortir des femmes comme moi dans l'ombre. Voilà. Et mettre dans la lumière. Alors, Edith, juste une petite question générale. Je remarque quand même qu'il y a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise en Guadeloupe. Mais c'est normal, Danick. Non, c'est pas. Non, mais il y a de plus en plus. Non, parce que je disais autrefois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des femmes qui avaient peur, etc. Oui, mais de plus en plus. Eh bien, je vais te dire, l'an dernier, à pareille époque, nous avions à peu près 8000 femmes entrepreneurs sur les inscriptions de la Chambre de commerce. Bien, cette année, nous en avons 15 000. 15 000 femmes 15 000 femmes entrepreneurs, ce qui représente 35% des entreprises inscrites à la Chambre de commerce. Il faut savoir que, au national, ça représente 40 à 45%. Et donc, on grimpe, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas zapper les femmes qui font des choses, parce que c'est vrai qu'on est là pour enfanter, pour s'occuper de la maison, pour s'occuper d'eux. Mais aussi, pas que, puisque maintenant, vous avez d'autres types de femmes entrepreneurs qui, malgré tout, essaient d'avoir des enfants, essaient de garder le foyer en équilibre, mais essayent aussi de faire le travail qu'elles ont choisi. Par contre, on a apporté des petits films de ces femmes qui sont dans l'action. J'aimerais quand même que... On a le temps de le voir un petit peu. Oui, parce que... Non, il m'a dit donc oui, allez, passe un petit extrait quand même. Mais bien sûr, parce que ça, c'est parlant. Voilà, bien, c'était une bonne initiative. En tout cas, mesdames, on vous félicite quand même. Bien qu'on n'êtes pas en train de démarrer. 11 ans, combien d'années vous déjà 10 ans. 10 ans et tout 11 ans. Et dites combien d'années de CCI déjà 26 ans. Ouais. Par contre, je voudrais rajouter quelque chose, Danick, si tu me le permets. Oui. Donc, jeudi, c'est vrai que nous faisons cette fête une fois l'an pour les femmes entrepreneurs, mais c'est vrai qu'on ne fait pas que les fêtes, puisque jeudi 11 avril, nous avons une matinée qui se fera en proximité avec la Chambre de commerce, la mairie de Morne-à-l'Eau et les ressortissants du Nord Grande Terre, c'est-à-dire Petit Canal, Moule, Anse-Bertrand, Port-Louis et Morne-à-l'Eau. Nous allons faire la matinée, une matinée dédiée avec l'URSSAF, le centre de gestion agréé et les impôts. Donc, j'invite tous les ressortissants de cette zone Nord Grande Terre de venir jeudi matin sur la place Gerty Archimède
de 9h à 12h30 à Mornalo pour être en B2B avec les services des impôts, de l'URSSAF et du centre de gestion agréé. Bien. Ben, l'information est faite. Merci en tout cas d'être venus, mesdames. Continuez, donner de vos exemples. Alors, si on a le temps de faire le focus du jour, oui, c'est parti. Il faut le rappeler, c'est une mauvaise date, 30e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Ce génocide est le plus dur, le plus grave qui s'est passé au XXe siècle. Il y a eu plus de 800 000 personnes qui ont été tuées. En plus, vraiment du nègre contre nègre, parce que les Tutsis, les Hutus sont des personnes du même pays, du Rwanda, et le président qui est là actuellement, il n'a rien fait pour empêcher ça, y compris même le président français de l'époque, Mitterrand, et ça a été très très dur. On voulait simplement rappeler ce genre de choses et éviter que nous craquions entre nous. Voilà, c'est tout. 2 petits mots sur le dernier site de l'actualité avec Iman. Il n'y a que des femmes là. J'ai même, j'ai rien dit. Bon, en fait, il y en avait 2. Je ne sais pas si on aura le temps de... Oui, on fait au moins l'avant-dernier. L'avant-dernier, on va revenir sur Serenity Island. Donc, c'est le rendez-vous annuel du bien-être. C'est un événement organisé par une femme. Organisé par Maïté Perrault, donc voilà, qui est créé depuis 2017. C'est un rendez-vous qui permet à tous les acteurs du bien-être de se réunir, de vous permettre de découvrir les produits locaux, des techniques de développement personnel et aussi l'alimentation locale, des cosmétiques naturels. On voit un reportage avec Olivier Moradel qui était sur place. Le salon Serenity Islands a été créé en 2017. L'objectif, c'était de pouvoir réunir dans un même espace, le temps d'une journée, des acteurs du bien-être de la Caraïbe, donc de Guadeloupe, mais aussi d'ailleurs. Donc c'était vraiment l'objectif premier. Et quand on parle d'acteurs du bien-être, on parle de ceux qui ont un savoir-faire, donc techniques et pratiques pour un mieux-être, des cosmétiques artisanales et locales, de l'alimentation végétale et locale bien évidemment, mais aussi l'art de vivre, l'artisanat, tout ce qui inspire en fait la sérénité et le bien-être. Et on a énormément de talents sur notre territoire qui justement travaillent le bois, travaillent les feuilles de bananier, travaillent les plantes locales, etc. pour améliorer notre quotidien et nous permettre de nous sentir mieux. Donc l'objectif c'est ça, et aujourd'hui c'est la 6e édition. Et en fait, on a la chance d'avoir des gens de la Dominique aujourd'hui et de la Martinique. La Dominique déjà propose de très bons produits cosmétiques et naturels, de par sa flore, sa végétation. Et donc du coup, aujourd'hui, on a Binatural, ce sont les apiculteurs de la Dominique qui proposent des cosmétiques, du miel et aussi des baumes de corps. Les produits phares, ce sont les déodorants naturels, sans bicarbonate de soude, sans parfum et sans aluminium. Les rendez-vous des acteurs du bien-être de la Caraïbe commencent vraiment à prendre tout son sens, puisqu'on a des acteurs qui viennent des autres territoires et qui apprécient ce temps-là chaque année pour se réunir avec les autres acteurs. C'est très important pour faire découvrir les nouveautés, les produits locaux qu'on confectionne. C'est très important. C'est un très intéressant salon, ça nous fait découvrir pas mal de choses et puis beaucoup de producteurs ou en tout cas de produits faits avec des choses de chez nous et ça fait plaisir. C'est la première fois que je viens, je trouve que c'est bien, c'est formidable. Il y a de tout pour la santé en fait, on a le choix. Il y a plus de 50 exposants déjà, donc les gens peuvent discuter avec tous ces exposants, mais toute la journée, de 9h jusqu'à 18h, il y a des conférences sur différentes thématiques. En ce moment, par exemple, c'est comment utiliser la nutrition pour honorer ses cycles menstruels. Tout à l'heure, il y a eu comment apprendre à mieux s'aimer. Il va y avoir aussi des rencontres dédicaces avec des auteurs de livres, toujours sur la thématique. Il y aura un voyage sonore à la fin. Donc c'est vraiment sur différentes thématiques, des conférences toutes les heures, pour permettre aux gens de s'informer, d'échanger aussi avec des experts, des conférenciers sur différents sujets. Voilà, vous avez vu, il y a un maximum de femmes à cette réunion, enfin à ce salon. On a dit que c'était le pilier des femmes, on ne va pas revenir sur ça. Voilà, 13h56. Bien, on va finir aujourd'hui là, sur ce reportage. Je rappelle que depuis le début, on a reçu M. Loïc Tonton, le nouveau président de la CARL, qui nous a expliqué un petit peu les difficultés de la désirade de votre île par rapport à la santé, par rapport au transport, par rapport au sargasme. Enfin, il a dit qu'apporter manœuvre pour essayer de faire en sorte que les choses changent. Catherine
Catherine Romuald et Prosper Congré ont parlé de cette base nautique qui a été créée à Rivière-Sans. C'est la première et c'est important parce que jusqu'à maintenant, il y a quand même des noyades et les plages ne sont pas protégées. Et donc, c'est un exercice important et un investissement important. Et puis, on a terminé avec Edith qui nous a présenté ces 3 chefs d'entreprise. Vous êtes de quelle région? Sainte-Anne. Et vous? Petit Canal. Bien sûr. Et vous? Désirat. Donc c'est l'archipel. Oui, et Edith est de Margaret. Les îles du Sud. Oui. Pas ni pour mon Bastille. Bon, bref, l'information, rappel des titres rapidement à Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de cette opération escargot qui a eu lieu donc ce matin, de circulation ralentie pour le collectif des agriculteurs qui demandent une revalorisation toujours du prix de la canne, du tonnage. On a aussi parlé de Talent Moun Pays, donc ce magazine qui a été lancé lors d'une soirée sur Sainte-Anne pour mettre en lumière des personnalités inconnues ou parfois connues. On est aussi revenu sur la veillée de Maryse Condé qui s'est déroulée au Memorial Act, l'occasion de rendre hommage à cette grande dame de la littérature. Et on vient d'évoquer donc le salon Serenity Island qui a eu lieu ce week-end aussi, des acteurs du bien-être qui se sont réunis au service de la population. Voilà. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il va être 14h. On vous remercie, mesdames, d'être venues. Et puis, on vous souhaite, je l'ai déjà dit la dernière fois, bon courage, qu'il n'y ait pas la guerre. Et ce sont de bons exemples pour la Guadeloupe. Et dites à bientôt. À bientôt. Quand tu reviendras. Le 18 pour ma chronique. Le 18 pour ta chronique. Voilà, c'est fini. La réalisation est assurée par Yann avec le soutien de Stéphane. Et mesdames, ne partez pas parce qu'il y a encore une petite interview à faire dans les couloirs avant de partir pour exprimer un petit peu ce que vous venez de dire, de manière à ce qu'on mette ça sur les réseaux sociaux et qu'on va vous inscrire aussi sur nos réseaux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye, à demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Au restaurant.